Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Hélène Couteler, donc je suis l'adjointe à la commune de Prinquio sur le gros dossier de l'environnement. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Déjà, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Donc, depuis 2019, plusieurs communes du parc se sont engagées dans les démarches de l'Atlas de la biodiversité, dont Prinquio. Donc, nous avons pu bénéficier du coup d'un inventaire qui a été sur l'ensemble de la commune au niveau de la faune et de la flore, ce qui nous a permis de prendre en compte et de découvrir un peu notre potentiel et notre richesse au niveau de biodiversité. Pour l'Atlas de la biodiversité, c'est du coup aussi un côté aussi sensibilisation qui est très important. Dont s'inscrit du coup ces conférences qui sont là aussi pour faire découvrir tout le côté positif et intéressant de cette biodiversité. Alors ici, on est dans la salle du bienveillant. C'est une salle qui a été rénovée récemment. Et quoi de plus symbolique finalement d'être dans une salle du bienveillant pour parler des mal-aimés. Donc là, je vais vous laisser du coup la parole à Monsieur Évrard Philippe, voilà, qui nous vient de Nantes, qui m'a dit, voilà, pour vous parler des reptiles. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses sur les reptiles. Donc voilà, comme disait Hélène, c'est la troisième conférence et dernière conférence de ce cycle qu'on organise avec la Fédération des clubs CPN. Donc les clubs CPN, ce sont des associations qui œuvrent à la sensibilisation autour de la biodiversité, souvent des associations familiales. Donc j'ai une petite vidéo à vous montrer, ensuite je laisserai la parole à Philippe. Juste une petite anecdote que j'avais envie de vous raconter. Pas plus tard qu'hier, je suivais des cours de solfège avec des collégiens et des enfants, et un papillon de nuit rentrait par la fenêtre de la salle, et là, la prof de musique a dit attention, les papillons de nuit, ça pique. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ah bah quand même, voilà, c'est pas pour rien qu'on fait ce genre de conférence pour en apprendre un peu plus sur les mal-aimés. Alors là, on va parler des reptiles ce soir, on a parlé des araignées auparavant, d'ailleurs des conférences que vous pouvez retrouver en ligne, qu'on avait aussi enregistrées. Mais tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on apprend avec ces conférences-là, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que en fait, c'est en parlant à ses proches, à ses amis, à sa famille, qu'on va pouvoir petit à petit faire comprendre que en fait, la nature et la biodiversité, les insectes, les reptiles et autres, ce ne sont pas des bestioles dangereuses, comme on pourrait le penser et comme on peut le penser depuis des siècles maintenant. Et donc, c'est tout l'objet de ce cycle de conférences. Donc, je vais vous passer une petite vidéo qui présente maintenant la Fédération des clubs CPN. Excusez-moi. Voilà, c'est bon.
Vous invitez une espèce de chasse au trésor. Vous allez devoir chercher des choses de la nature qui sont ici. Chacun va avoir une planche. Hop. Voilà, donc maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Philippe pour parler du sujet qui nous intéresse ce soir. Et donc, il s'agit des reptiles de Loire-Atlantique. Merci. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme la diapo l'indique, je m'appelle Philippe Évrard et je suis membre d'une association nationale qui s'appelle la Société herpétologique de France. Alors, herpétologique au départ, enfin, ça vient de herpéton qui était tout ce qui rampe. Donc, au départ, c'était uniquement la science qui étudiait les reptiles, l'herpétologie. Et par habitude, on a aussi mis dedans l'étude des amphibiens. Donc, actuellement, on met sous le terme herpétologie à la fois les reptiles et les amphibiens. Quoique depuis quelques années, il y a un nouveau terme qui a été inventé par rapport aux amphibiens, qui est la batracologie. Enfin, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, puisque nous allons parler que de reptiles. Alors là, un petit préambule, un petit clin d'œil, c'est que pour les serpents, en tout cas, et les reptiles en général, les choses démarrent très mal pour eux avec la religion chrétienne, enfin on dit aussi judéo-chrétienne, puisque vous connaissez tout l'histoire du serpent qui tente Ève à croquer la pomme. Et du coup, Dieu chasse Adam et Ève du paradis et leur promet pas mal de choses désagréables pour la suite des événements. Donc c'est sûr que là, on part avec, dans l'inconscient collectif, l'idée que le serpent fait le malheur, enfin, du côté du mal. Bon, c'était juste une aparté. Voilà. Alors, je vous propose la conférence en 2 temps. Je vais vous dire un certain nombre de généralités sur les reptiles. Et dans un deuxième temps, on partira sur effectivement les espèces de Loire-Atlantique. Hein, donc, tu me fais signe si je suis un peu trop long. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, là, j'ai fait une diapo pour résumer un petit peu déjà ce qu'était un reptile. Il n'y a pas d'ordre dans mes énoncés. Et chaque chose, on va le voir en fait
dans les diapos suivantes. Hein. Bon, d'abord, effectivement, le premier animal terrestre, hein, dans l'évolution, c'est vraiment... les reptiles vont marquer vraiment comment dire, le fait de sortir définitivement de l'eau, hein, puisque les amphibiens, pour se reproduire en général, sont obligés de retourner à l'eau. Les reptiles vont pondre des œufs ou vont être vivipares, et donc ils vont complètement s'affranchir du milieu aquatique. Alors j'ai mis un mais, parce que par la suite, certains reptiles sont retournés à l'eau. C'est le cas des tortues marines et des serpents marins. Mais enfin, globalement, les reptiles sont des animaux terrestres. Vertébrés, hein, bien sûr. Enfin, vous verrez tout à l'heure une diapo sur un squelette de serpent. Une respiration pulmonée, hein, donc les reptiles respirent avec des poumons. Tétrapodes, c'est-à-dire munis de quatre pattes. Mais là encore, vous savez que les serpents ont perdu ses pattes. Vous avez aussi l'orvet, qui est un lézard, mais qui n'a plus de pattes. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a mais. Hein. Recouvert d'écailles, ça c'est une caractéristique très importante pour les reptiles. Ovipares, donc pondant des œufs, mais il y a des espèces vivipares. Nous en verrons quelques-unes tout à l'heure. Et ectothermes, ça veut dire qu'ils sont, c'est des animaux, enfin avant on disait de façon un petit peu fausse, c'était des animaux à sang froid. En fait, ça veut dire que c'est des animaux qui doivent régler la température de leur sang en s'exposant au soleil ou en se retirant de la chaleur s'ils ont trop chaud. Hein, donc, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi on voit souvent les reptiles, les lézards, les serpents s'exposer au soleil, parce qu'ils ont besoin de faire monter leur température pour faire fonctionner toute leur physiologie, se mettre en déplacement pour chasser des proies, etc. Ils atteignent une température, j'allais dire, idéale pour eux. Voilà. Alors, très rapidement, là, il y a un peu plus de 11 000 espèces de reptiles dans le monde. Je vais vite là, hein, parce que... Alors, je passe en revue les différents groupes de reptiles. Là, il y a un tout petit groupe, les sphénodontiens. Vous voyez que c'est en Nouvelle-Zélande, il y a deux espèces de on va dire, de petits varans. Hein. Enfin, vous voyez que ça ne représente pas grand-chose. Ensuite, vous avez tout ce qui est crocodilien, donc les crocodiles, les alligators, les caïmans. Il y en a 26 espèces. Et donc, ça ne représente pas beaucoup chez les reptiles, 0,2% de la totalité des reptiles. Ensuite, ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si on dit, oui, les chéloniens, les chéloniens, donc ce sont les tortues. Là, vous voyez, on commence à avoir un certain nombre d'espèces, 361 espèces, soit 3% des reptiles, un nombre assez important. Puis vous voyez la carte qui sont répartis dans le monde entier. Ensuite, on arrive au groupe le plus important, c'est les squamates. Dans les squamates vont représenter 97% des reptiles. Et dans ce groupe des squamates, on va compter les sauriens, c'est-à-dire les lézards, les ophidiens, c'est-à-dire les serpents, et un groupe particulier de reptiles qui ressemblent un peu, on va dire, à des vers de terre, qui sont les amphisbéniens. Chez les sauriens, on compte, donc chez les lézards, hein, on compte un peu plus de 7000 espèces. C'est quand même 61% des squamates, donc c'est une quantité très importante. Les ophidiens ou serpents, vous voyez que le nombre est quand même moins important, 3921 espèces. Les chiffres ont été réactualisés, hein, soit 34% des squamates. Et enfin, ceux dont je vous parlais, les amphisbéniens, qui quand même rassemblent 202 espèces qu'on va trouver plutôt dans l'hémisphère sud, bien qu'il y ait une espèce quand même en Espagne. Bon, là, c'est juste pour la curiosité, pour vous montrer, on est loin quand même des Diplodocus et autres dinosaures du Crétacé.
C'est pour vous montrer les plus gros reptiles connus, enfin actuels, capturés. Hein, vous avez là-haut des tortues des Seychelles. Vous avez aussi des tortues géantes aux Galapagos. Au milieu, là-haut, un python qui a été capturé, je ne sais dans quel pays, un pays d'Asie. Là, un crocodile énorme, je ne sais pas la taille, mais il doit faire sans doute au moins 9 mètres. Je pourrais utiliser la petite flèche. Ici, un anaconda. Un gros lézard qu'on appelle le dragon de Komodo, qui est sur l'île de Komodo et puis quelques îles en Indonésie. Et enfin ici, une tortue luth, tortue marine, qui vient pondre ses œufs, par exemple, sur les plages de Guyane. Et qu'on trouve, par moment, il y en a eu de capturés dans des filets au large de la Loire-Atlantique. Enfin, très rarement. Hein. Voilà, là c'est pour vous montrer un squelette, je vous avais parlé d'animaux vertébrés. Donc là c'est pour vous montrer un squelette de serpent. Vous voyez le nombre de vertèbres et le nombre de côtes impressionnant. On parlait tout à l'heure aussi d'animaux à écailles. Donc là, vous avez de très près des écailles d'une couleuvre helvétique, hein, anciennement couleuvre à collier. Donc vous voyez comment c'est fait, quoi. C'est une véritable carapace autour de l'animal. Et dans la photo suivante, là, on voit la gorge d'un lézard des murailles. Et vous voyez qu'il y a vraiment des écailles très, très différentes selon l'emplacement. Alors, vous pouvez avoir des grandes écailles là sous la bouche, des moyennes écailles, des toutes petites écailles ici, puis à nouveau des grandes écailles sous le ventre. Il y a une grande diversité d'écailles et ça signe aussi l'espèce. C'est-à-dire que chaque espèce a son jeu d'écailles particulier, ce qui fait que quand vous verrez tout à l'heure que ce sont des animaux, vous le savez peut-être, des animaux qui muent. Ce qui fait que quand vous trouvez une mue en bon état, en comptant les écailles, vous pouvez déterminer l'espèce. Enfin, en les comptant et en regardant leur position. Voilà, on en était sur cette fameuse mue. Donc les reptiles vont être amenés à muer selon leur âge et plusieurs fois dans l'année. Donc, ça se présente souvent au départ par un œil, là c'est une couleuvre helvétique, par un œil qui devient bleu parce qu'en fait la peau est déjà décollée de l'œil. Ensuite, normalement, là vous l'avez sur une vipère, vous voyez l'écaille de l'œil. Normalement, la peau va se fendre au niveau du museau et le serpent, en avançant dans les buissons, dans les ronces, va défaire sa peau en un seul morceau comme une chaussette, quoi, si vous voulez. Comme vous voyez ici. Et puis ici, vous voyez, on voit bien, regardez les écailles de la tête, on peut les compter, on peut voir quelle forme elles ont, et puis l'écaille oculaire. Les lézards, eux, muent par lambeaux. Donc vous avez ici un lambeau de mue de lézard avec une face ventrale. Alors pourquoi les reptiles muent? C'est parce qu'ils grandissent tout le temps. Donc il faut évidemment qu'ils changent de peau de temps en temps pour ne plus être à l'étroit dans leur peau. Et donc c'est des animaux qui grandissent constamment. Là aussi, je voulais attirer votre attention là-dessus par rapport à la peur des serpents. Il y a un détail très important, c'est que comme vous voyez, les serpents ont un œil fixe, alors que les lézards ont une paupière. Et ce côté regard fixe, je pense, peut impressionner les gens parce que, comment dire, c'est impressionnant, quoi. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement, mais cette espèce de regard fixe rend l'animal, pour certaines personnes, un peu terrifiant.
Alors qu'un lézard qui va là, il prenait le soleil, donc il était très bien, le lézard des murailles. Bah voilà, ça le rend plus sympathique, quoi. Enfin, à mon avis, ce jeu de paupières. Enfin, ce n'est qu'un avis. Alors, on a parlé de l'ectothermie. Comme je vous le disais, ça oblige les reptiles à chercher leur température idéale en s'exposant au soleil ou sous des plaques, on en parlera tout à l'heure. Et là, vous avez le cas justement d'une femelle de lézard à deux raies, bon, anciennement lézard vert, hein, pour ceux qui voyez qu'elle étale bien son ventre pour prendre un maximum de chaleur sur un couvert végétal qui va vite chauffer. Et vous avez le même cas pour une vipère péliade, ici, qui elle aussi s'étale énormément pour prendre un maximum de soleil. Quand l'animal, c'est pour ça que souvent on cherche les serpents dans ce moment d'insolation, puisqu'ils sont exposés, en général jamais loin d'une cachette, hein, ils ne sont pas fous, mais donc l'animal s'expose, si vous voulez, pour prendre sa température idéale, et une fois que sa température est atteinte, il va quitter la place d'insolation. C'est pour ça qu'on ne les voit pas toute la journée, il faut les chercher plutôt le matin ou plutôt par temps couvert, contrairement à ce qu'on croit. On croit que c'est par le cagnard qu'on va trouver des serpents quand il fait plus de 30 degrés dehors, mais pas du tout. En fait, les serpents se mettent à l'ombre, se mettent à l'abri, ou les lézards également. Hein. Donc il y a des moments particuliers de la journée où on va les trouver comme ça. Bon, c'est les moments où justement où on peut les observer, faire des études, etc. Et c'est aussi cette température leur est nécessaire aussi pour incuber leurs œufs, leurs petits, etc. Alors là, quelques photos justement de milieu. Ici, une prairie avec un roncier. Hein. C'est juste pour vous, c'est la notion, bon, un peu, le mot est un peu savant, d'écotone. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux milieux l'un à côté de l'autre. Et c'est des milieux qui intéressent énormément les reptiles, et peut-être d'autres animaux d'ailleurs, parce qu'ils vont trouver leur place d'insolation sur l'herbe, hein, tout simplement, et une zone pour se réfugier très très vite, parce qu'effectivement, c'est des animaux très, très méfiants, très prudents, et dès qu'ils sont dérangés, ils vont fuir en se cachant dans les végétaux qui sont derrière. Alors j'aurais pu mettre aussi une haie qui joue également ce rôle-là, surtout quand elle est pourvue, qu'elle est sur butte. Bon, là, un autre milieu, c'est une lande. C'est une lande, pour ceux qui connaissent, c'est la lande du Bilet à Dreyféac. Là, c'est un milieu aussi qui va être très favorable à la vipère péliade, par exemple, et aussi aux lézards. Bon, là, c'est un milieu relativement sec, mais avec aussi des parties de zones humides. Bon, autre milieu tout simple pour voir des reptiles, notamment des petits lézards. Ce sont les petits murets comme ça, à partir du moment où les pierres ne sont pas jointées, hein, ça peut héberger des colonies complètes de petits lézards. Là, une photo, bon, c'est plus par rapport, alors on en a en Loire-Atlantique de façon accidentelle, mais c'est plus le genre de marais qui peut héberger des tortues d'eau. Hein. Pareil, elles peuvent prendre le soleil en se mettant sur une touffe de végétaux et plonger à l'eau tout de suite, quoi. Alors là, une chose importante, souvent on entend dire quand un serpent sort sa langue, hein, là c'est une couleur helvétique, qu'elle va piquer avec sa langue, parce que la langue est bifide. Et en fait, pas du tout. En fait, quand elle fait ça, elle cherche des informations dans l'air, des particules chimiques c'est un peu son olfaction, si vous voulez.
Et une fois la langue rentrée dans la bouche, elle va aller dans comment dire, une cavité spéciale dans le palais qui s'appelle l'organe de Jacobson, hein, c'est ça, et qui va lui permettre d'analyser donc les éléments chimiques qu'elle a pris avec la langue. Donc ça n'a évidemment rien à voir avec une attitude agressive ou quoi. Et effectivement, plus un serpent est inquiet, plus il va sortir sa langue pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi, tout simplement. Une autre particularité chez les lézards, c'est ce qu'on appelle l'autotomie, c'est-à-dire la capacité de perdre sa queue. Alors ça se fait, c'est pas, bon, ça peut être accidentel, mais en général c'est fait exprès. Le lézard se débarrasse de sa queue pour échapper à un prédateur. La queue, c'est par un afflux de sang à un endroit bien précis de la queue, c'est pas cassé n'importe où. Et comme la queue va continuer à gigoter pendant un certain temps, le prédateur va être attiré par cette queue qui bouge, enfin, dans le meilleur des cas, et l'individu va pouvoir s'échapper. Alors vous voyez à côté le lézard des murailles qui, lui, a une queue qui se reconstitue, alors jamais vraiment pareil, plus courte, avec des écailles différentes si vous voulez, mais la queue se renouvelle. Là, on va parler un petit peu de reproduction. Là, vous avez un mâle de lézard à deux raies, anciennement lézard vert. Je dis les anciens noms parce qu'il y a eu énormément de changements dans les noms des animaux. Les mâles présentent une très belle gorge bleue au moment de la reproduction au printemps, qui vont normalement leur servir à séduire les femelles ou à impressionner un concurrent. Là, vous avez les hémipénis d'une vipère pour se reproduire. Donc, la vipère va utiliser qu'une partie pour s'accoupler avec la femelle. Ensuite, donc, vous avez l'accouplement qui se passe assez différemment. Chez les grandes couleuvres, les mâles et les femelles s'enroulent complètement ensemble. Là-haut, il y a une vipère aspic où ça se passe plus calmement. Et chez les lézards, c'est des fois pas très cool parce que le mâle poursuit la femelle, la mord au flanc pour finir par amener son cloaque contre celui de la femelle. Donc souvent, on capture ensuite des femelles de lézards qui ont des marques très importantes sur les reins, les traces de morsure du mâle. Alors, on a dit que c'était surtout des espèces ovipares, donc qui pondent des œufs. Là, vous en avez, bon, là, tu reconnais. Là, vous avez une petite tortue en train de naître. Là, vous avez un lézard des murailles. Là, des petites couleuvres helvétiques. Et puis là, c'est pas de moi la photo, hein. Vous avez une photo de ce qu'on appelle la dent de l'œuf. C'est-à-dire, c'est une petite dent pointue qui va permettre à l'animal de fendre la coquille. Et là, après, ça tombe tout de suite, hein. Donc, ce sont des œufs avec des coquilles en calcaire, enfin, un peu comme les oiseaux, quoi. Mais on a dit c'était aussi des animaux qui pouvaient être vivipares. C'est le cas des vipères, où les petits sortent tout formés dans une petite membrane qui va tout de suite s'ouvrir à la naissance. Photo d'un camarade. L'orvet, c'est pareil. Les petits vont naître tout formés également dans des petites membranes. Et là, vous avez justement un bébé vipéro qui est en train de sortir de cette fameuse petite membrane. Donc, il y a des cas de viviparité.
un petit peu sur l'alimentation de ces animaux. Ce sont des animaux qui mangent en général des micro-mammifères, hein, des mulots, des souris. Bon, après, vous avez des espèces qui mangent d'autres choses, mais globalement, ce sont surtout les micro-mammifères qui constituent les proies favorites. Alors ici, c'est une couleuvre d'Esculape qui est en train de dévorer une souris. Bon, là, on ne le voit pas. Elle est capable de s'enrouler autour de la souris pour l'immobiliser et pouvoir l'avaler plus tranquillement. Là, ça n'a pas été le cas. Là, vous avez l'espèce, on en reparlera tout à l'heure, la coronellis, qui, elle, mange beaucoup de lézards. Elle ne mange pas que de ça, mais elle mange beaucoup de lézards. Donc là, vous avez un individu en train d'avaler un lézard des murailles. Ici, autre cas, vous avez des couleuvres aquatiques. Hein, ça ne veut pas dire qu'elles vivent sous l'eau, hein, ça veut dire qu'elles vont dans l'eau, notamment celle-ci qui est la couleuvre vipérine et qui se nourrit surtout de têtards et de poissons. Là, vous avez un individu en train de manger une perche. Là, on arrive à un sujet important, c'est les fameux crochets venimeux des vipères. C'est quelque chose qui fait, enfin évidemment, qui fait peur parce que certaines morsures peuvent être mortelles, pas forcément si on est en très bonne santé. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'évidemment, la vipère, elle n'a pas des crochets venimeux pour tuer l'homme. Hein. Ça serait un peu, comment dire, un truc un peu bizarre qu'un animal ait quelque chose pour faire du mal. En fait, pas du tout. Les vipères sont les serpents les plus évolués, au contraire. C'est vraiment la Rolls-Royce des serpents. Pourquoi? Parce que leur façon de chasser leur économise beaucoup d'énergie. Vous savez qu'il faut faire la balance entre l'énergie qu'on va dépenser pour attraper une proie et l'énergie qu'on y gagne, quoi, si vous voulez. Et la vipère, elle a un système infaillible, c'est qu'elle va mordre sa proie, elle va la laisser partir, et l'animal va partir, va se sauver, la petite souris ou ce que vous voulez. L'animal va partir, va faire quelques mètres et va mourir. Et la vipère va tranquillement se mettre à sa recherche en suivant l'odeur. Et quand elle va arriver à la proie qui est morte, elle va pouvoir l'avaler tranquillement sans qu'il y ait de dépenses à combattre un animal vivant qui se débattrait et tout ça. Donc en fait, c'est une façon très économique en matière d'énergie de chasser et de se nourrir. J'espère vous avoir convaincu. Donc là, c'est sur le terrain une vipère péliade qui est en train d'avaler je ne sais quoi, un mulot, oui, certainement. Ouais. Mais vous voyez, ce mulot-là, il était déjà mort. Voilà, là on arrive à la partie sur les reptiles en Loire-Atlantique. Après avoir dit des généralités, je vais vous passer en revue les différentes espèces. Je pense que si certains d'entre vous veulent des précisions sur ce qu'il y a en Brière, je pense qu'il y aura ici un ami qui saura donner des renseignements très importants. Je ne suis pas spécialiste, je connais bien sûr la Brière, mais je ne suis pas spécialiste des reptiles de Brière. Mais on a un interlocuteur privilégié. Alors, les reptiles en Loire-Atlantique, c'est 4 lézards, 7 serpents et 2 tortues. Alors,
Il faut savoir, j'ai utilisé les cartes que j'ai utilisées sont sorties de l'Atlas de Bretagne, hein, qui est paru dans Pénarbed. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, l'Atlas des Pays de la Loire est en cours, hein, donc les cartes ne sont pas finies. Et deuxièmement, je trouvais, bon, les Pays de la Loire, c'est quand même une région assez hétérogène, hein, et par contre, je trouve qu'il y a une vraie logique à voir la répartition des espèces en Loire-Atlantique par rapport au reste de la Bretagne, hein. Je ne rentre pas dans le débat si la Loire-Atlantique est bretonne ou pas, hein, s'il vous plaît. Mais simplement, bon, logique de massif armoricain, on va dire. Donc, bon, le lézard des murailles, vous le connaissez certainement tous, hein, c'est un lézard assez commun, qui est aussi très anthropophile, c'est-à-dire qu'il va vivre souvent près des maisons, à partir du moment où il y a des murs avec des trous, etc. On va le trouver le long des talus de voies ferrées, le long des routes, etc. Bon, il peut aussi avoir des situations plus naturelles sur des bords de fossés, sur des haies. Mais enfin, globalement, c'est un animal qui vit souvent très, très proche de l'homme. Donc, sans doute le reptile le plus commun en France et en Loire-Atlantique aussi. Ici, vous avez une photo avec un mâle au premier plan et une femelle derrière. Alors, on reconnaît le mâle par le fait que sa mâchoire est plus large, et puis au dessin qu'il a sur le dos, et également aux ponctuations bleues qu'il présente ici. Bon, là, vous voyez la répartition en Europe, hein, donc une très large répartition. Bon, maintenant, c'est divisé en plusieurs espèces. Et puis, en Bretagne, on voit que bon, la Loire-Atlantique est couverte, ainsi que le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine. Bon, ça devient moins commun vers le Finistère et les Côtes d'Armor. Il faut dire que c'est un lézard quand même qui a besoin d'une certaine température. Et là, on arrive dans des zones un peu trop fraîches et trop humides. On a le même cas, si vous voulez, dans le Nord Mayenne, où le lézard des murailles se fait plus rare. Autre espèce, alors le lézard vivipare. Bon, vivipare parce que, évidemment, la femelle met bas à des petits tout formés. Là, vous voyez qu'il est... Bon, il y a un bastion en Bretagne, justement parce que c'est un lézard qui va chercher plutôt des zones fraîches et humides. Hein, c'est un lézard qu'on va trouver jusque dans le nord de l'Europe. Mais vous voyez qu'il n'est pas très commun en Loire-Atlantique. Alors pourquoi la viviparité pour cette espèce? C'est justement parce que c'est un lézard qui va chercher des zones donc fraîches et humides dans lesquelles il ne pourrait pas déposer ses œufs, où il n'y aurait pas la chaleur nécessaire pour l'incubation des œufs. Donc en portant ses petits avec lui et en cherchant lui-même à se placer à la chaleur, il va permettre, si vous voulez, les naissances qui ne pourraient pas avoir lieu dans des œufs enterrés dans le sol. Donc, on peut le confondre facilement avec le lézard des murailles, hein. Bon, en fait, il y a un tas de caractéristiques, une tête plus courte, un comportement plus pâteau. Enfin, quand on connaît, on ne fait plus la différence, mais enfin, quand ça fuit dans les herbes, c'est pas très évident. Alors là, ce que je peux dire de ce que j'ai retenu sur ce qu'on m'a dit sur la bruyère, n'est-ce pas? C'est qu'il a disparu de bruyère, apparemment. Hein, tu compléteras. Alors qu'avant, il était signalé. Bon, là, une autre image, d'autres images montrant le lézard vivipare. Bon, moi, j'ai eu la chance de trouver un individu mélanique, le ventre orange. Là, une très belle zone à lézard vivipare. Excusez-moi, parce qu'avec la main, c'est pas évident. C'est l'hippodrome de Mespras, en forêt du Gave. Et là, je vous ai mis une prairie en friche de la zone de Notre-Dame-des-Landes,
quand il y a eu tout un travail de recensement des espèces, en fait, on ne s'attendait pas trop à trouver cette espèce, parce que les milieux... et on a été très étonné de trouver une très grosse population de lézards vivipares qui se plaisaient dans ces prairies humides et un peu enfrichées. Comme quoi, il ne faut pas toujours s'attacher à chercher le biotope idéal tel qu'il est décrit dans les livres, mais il faut aussi chercher un peu autour, quoi. Le lézard à deux raies, un ex-lézard vert, là vous avez un beau mâle. Là aussi, vous voyez, il est quand même bien présent, Loire-Atlantique-Morbihan, Sud Finistère, et puis un peu moins commun, parce que là c'est pareil, c'est quand même un lézard qui a besoin d'une certaine chaleur. Alors, il y a des coins de Loire-Atlantique où il est encore assez commun, dans la mesure où il reste des haies et du bocage. C'est vraiment un lézard qui se plaît dans les haies, dans les friches, etc. Et bon, tant que ce paysage est maintenu, alors c'est de moins en moins le cas dans beaucoup d'endroits par les modifications des pratiques culturelles. Mais si les biotopes ils sont maintenus, c'est encore un lézard qui a de très bonnes densités. Bon, là, d'autres photos, justement, vous avez une haie type qui plaît aux lézards verts. Là, vous avez un jeune, on ne voit pas très bien sur la photo, ils ont un faciès particulier, ils sont bruns et avec une gorge vert tendre. Là, une femelle avec très lignée, et là, un autre mâle en train de s'exposer au soleil. L'orvet fragile, vous voyez aussi la carte qui est bien présent en Loire-Atlantique, Morbihan, Ille-et-Vilaine. Là, il est un peu partout en Bretagne. Hein. Il arrive à occuper à peu près partout la Bretagne. Sur la carte, vous voyez que en fait, cette espèce, vous savez, il y a beaucoup d'études génétiques ces derniers temps et qui permettent de recréer des espèces. Et donc, vous voyez que ce qui était avant une seule espèce, l'orvet fragile, vous voyez qu'au niveau européen, ils ont divisé ça en 5-6 espèces après analyse. Là, deux photos. Une photo de femelle qui présente toujours une bande sombre et un trait sombre sur le milieu du dos, et une photo de mâle qui est uni de couleur. Puis vous voyez aussi, un peu comme le lézard, vous le voyez peut-être pas bien, mais une mâchoire plus musclée, plus dure. Bon, là, il y avait déjà la photo, c'est une femelle d'orvet avec ses petits. La couleuvre helvétique, qu'on appelait avant couleuvre à collier, donc facilement reconnaissable, la plupart des individus ont un collier jaune ou blanc crème. Bon, les vieux individus n'ont presque plus de collier par moment, mais enfin, on peut facilement la reconnaître. Vous voyez, là aussi présente sur toute la Bretagne. Hein. Donc, c'est aussi une couleuvre aquatique, comme la couleuvre vipéride, qui va se nourrir de poissons, de têtards, de grenouilles, hein, donc il va vivre près des points d'eau, même si certains adultes s'éloignent pour manger aussi des micro-mammifères. Ils peuvent être amenés à s'éloigner de l'eau, mais globalement, c'est quand même une couleuvre que l'on va trouver près des milieux aquatiques. Pareil, tu compléteras, Didier. Qui était très très commune en Brière, très très commune, et qui a sacrément régressé, si j'ai bien compris.
Alors là, il existe en Loire-Atlantique, c'est pas dans ce coin-ci, c'est plutôt vers Châteaubriand. Il existe une énorme proportion de vipères helvétiques mélaniques. Curiosité, donc l'animal est tout noir. Bon, là, c'est un portrait. Et là, par contre, c'est quelque chose d'intéressant. Cette espèce-là a un comportement étrange quand elle est attaquée. Enfin, au moins certains individus, elle peut faire semblant d'être morte. C'est-à-dire qu'elle va se coucher sur le dos, elle va ouvrir grand la bouche et ne plus bouger. Et en général, elle ajoute à ça le fait d'avoir ses excréments qui sentent très très mauvais. Et ce qui fait que le prédateur, en général, ne poursuit pas son attaque. La couleuvre va rester immobile comme ça un certain temps, et puis tout d'un coup, elle va se remettre sur le ventre et elle va filer. C'est très étrange ce comportement de mort. Elle laisse pendre sa langue, enfin c'est incroyable. Alors, autre espèce qui, je crois, a quasiment disparu de Brière, c'est la couleuvre vipérine. Donc, c'est une autre couleuvre aquatique. Je vous l'ai montré tout à l'heure en train de manger une perche. Alors, on l'appelle couleuvre vipérine. On ne voit pas très bien là, parce que elle a un V sur le haut de la tête. Donc V comme vipère, hein, bien évidemment. Ça, et puis je vous montrerai sur une autre photo pourquoi on l'a appelée couleuvre vipérine. Donc là, c'est une couleuvre qui a une toute petite répartition entre l'Espagne et la France. Et là, vous voyez que là, elle pénètre très peu en Bretagne, un tout petit peu en Ille-et-Vilaine. On voit bien, vous voyez à la répartition, c'est un serpent plutôt méridional venant d'Espagne. Hein. Et finalement, elle arrive à sa limite en Loire-Atlantique, sa limite nord en Loire-Atlantique. Là, donc, plusieurs photos. Vous voyez, alors, le deuxième comportement qui peut faire peur aux gens et qui la font appeler couleuvre vipérine, c'est que quand la couleuvre se sent menacée, elle va gonfler énormément ses joues, sa tête, jusqu'à avoir vraiment une tête en triangle comme une vipère. Et donc là, les gens pensent avoir affaire à une vipère et en général, elle finit mal, quoi. C'est des serpents, c'est des serpents qui sont victimes des gens, surtout, vous voyez, dans les rivières du sud de la France, le Tarn, l'Ardèche, etc. Et on les appelle des vipères d'eau alors que c'est totalement inoffensif. Autre espèce, la coronelle lisse. Donc vous voyez, là, c'est un serpent qui vient plutôt de l'Est de l'Europe. C'est un serpent assez discret. Donc on a du mal à estimer en fait les populations. Et c'est par l'utilisation, c'est ce qu'a fait le parc justement, par l'utilisation de systèmes de plaques qu'on peut révéler la présence de cette espèce qui est très discrète, mais qu'on observe assez facilement sous les plaques. Et il y a eu aussi d'énormes surprises quand l'ONF a fait des inventaires de serpents en forêt du Gavre, et ils ont trouvé énormément, peut-être pas exagéré, mais ils ont trouvé des coronelles lisses là, en pleine forêt, là où ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un animal qui est assez spécialisé sur les lézards. Donc, vous voyez une répartition très dispersée qui traduit plus la difficulté pour la trouver que sa répartition réelle. La couleuvre d'Esculape, très belle bête. Donc, c'est la couleuvre qui est sur les sigles des pharmacies. Hein, c'est la couleuvre des médecins et des pharmaciens.
Donc là, vous voyez elle ne pénètre pas du tout en Bretagne, mais elle a une très bonne répartition en Loire-Atlantique. Alors comme vous voyez sur la carte, là, en fait, la répartition, pour l'instant en tout cas, s'arrête à l'est de la Brière. Donc voilà, ça doit être une photo que tu m'as donnée. Là, vous avez une photo, un document quand même extraordinaire. C'est une couleuvre d'Esculape en train d'attraper une chauve-souris. Là, vous avez, vous avez une jeune couleuvre d'Esculape qui a une robe très particulière et qui est confondue parfois avec la couleuvre helvétique à cause de son collier jaune. Là, c'est une couleuvre qui est arboricole, donc qu'on peut trouver à une certaine hauteur dans les arbres et les arbustes. Et puis là, c'est juste pour montrer son comportement naturel de constriction. Elle a tendance à s'enrouler tout de suite. Tous ces animaux, à part les vipères où il faut faire attention, sont totalement inoffensifs, bien évidemment. Alors là, un animal qui n'est que dans l'extrême sud-est de la Loire-Atlantique, pour l'instant, puisqu'il semble qu'il remonte, c'est la couleuvre verte et jaune. C'est une très belle couleuvre avec une toute petite répartition mondiale, puisqu'elle est juste en France, en Italie et un tout petit peu dans le nord de l'Espagne. Une couleuvre très vive qui va fuir brillamment, qui peut être agressive, en tout cas, oui, paraître assez agressive si on l'embête. On arrive aux deux espèces de vipères. Donc la vipère péliade, et j'allais dire, c'est la Bretagne, comme pour le lézard vivipare, la Bretagne constitue, avec son climat, constitue un bastion très important pour l'espèce. Il n'y en a pas tant que ça, il y a la Bretagne, il y a le Massif central et il y a un petit peu l'est de la France. Ce sont vraiment des gros noyaux. Et vous voyez qu'elle occupe l'ouest du département, notamment chez vous en Brière. Vous voyez d'ailleurs, quand je disais Sébastien, vous avez le nord de la France, le Massif central et un petit peu l'est. Avec, si j'ai gardé, voilà, avec des différences de robes. Ici, vous avez un mâle qui est gris pâle avec un Z dorsal très sombre, noir. Ici, vous avez une femelle qui est plutôt brune avec un Z brun foncé. Là, c'est aussi un mâle. Là, vous voyez comment l'animal est des fois difficile, ça pourrait être une autre espèce, comment l'animal est difficile à trouver. C'est-à-dire que là, il peut très bien prendre, il était en train de prendre le soleil, mais caché au milieu des branches, voilà, donc difficile à repérer. Et là, je crois que c'était un mâle, en train de prendre le soleil sur les fougères. Alors l'autre espèce, puisqu'on est il n'y a pas beaucoup de départements où il y a les deux espèces de vipères. Donc la deuxième espèce, c'est la vipère aspic, donc qui nous vient plutôt du sud. Elle est présente qu'en France et en Italie. Et là, vous voyez que de façon complémentaire, c'est toute la partie sud-est de la Loire-Atlantique qui a cette espèce. Je crois c'est un animal qui, sans doute, à la faveur du changement climatique, est en train de progresser vers le nord, au détriment de l'autre espèce. Voilà, là, quelques photos de vipères. Là, il y avait un individu d'une couleur assez extraordinaire capturé au Gavre, en forêt du Gavre. Ouais. Voilà, vous voyez le museau retroussé, typique de l'espèce.
Et là encore, on est, vous voyez, au milieu des feuilles mortes et tout ça, des animaux difficiles, difficiles à voir par moment, si on n'a pas l'habitude. Alors là, une chose extraordinaire, on a un collègue en Loire-Atlantique, Gaëtan Guillet, pour ne pas le nommer, qui a découvert des hybrides entre les deux espèces, confirmés par la génétique, donc c'est une première mondiale, j'allais dire. Vous avez voilà, un individu hybride ici, avec en bas un mâle de vipère péliade et en haut une vipère aspic. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle d'ailleurs. Alors l'animal présente des caractères intermédiaires. Je parle de mémoire, donc peut-être qu'on pourra me corriger. Il me semble que c'est toujours une femelle de vipère aspic et un mâle de péliade, c'est ça? Voilà. Donc il y a plusieurs individus qui ont été trouvés, puisque donc il y a une petite zone en Loire-Atlantique de cohabitation entre ces deux espèces. Mais ça n'avait jamais été trouvé. Alors, j'ai mis qu'il y avait 2 tortues en Loire-Atlantique, mais dans les 2 cas, ce sont des tortues, j'allais dire, non autochtones, mais qu'on voit de temps en temps. Vous avez l'acistude d'Europe, qui est une tortue, la tortue aquatique qu'on trouve en France. C'est vrai que quand on regarde la répartition, bon, ici c'est les marais de Charente et ici c'est la Brenne, hein, la région de la Brenne, des 1000 étangs dans l'Indre. Nous on est là et en fait on trouve de temps en temps, plusieurs fois dans l'année quand même, des cistudes. Et comme la Loire-Atlantique, ce sont des milieux humides, des marais, des étangs, effectivement, c'est quand même c'est troublant. On a l'impression que le milieu y est, quoi, que c'est possible, c'est quelque chose de possible. Bon, le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé de juvéniles. C'est toujours des individus isolés qu'on trouve. Donc, pour l'instant, on est dans l'idée que ce sont des tortues introduites involontairement ou volontairement, des gens qui en ont ramené une de vacances et tout ça. Mais voilà, ça, en fait, quand même, l'aire de répartition connue, elle est quand même assez loin, quoi. Hein. Il y a quand même il y a la Vendée, quoi. Hein. Donc voilà. J'avais une photo, tu m'avais donné une photo cet hiver, là, hein, et puis c'était une cistude sans problème. Pour l'instant, il y a un plan national d'action sur les tortues, sur la cistude, pardon. Et pour l'instant, il est considéré que la cistude n'est pas présente naturellement en Pays de la Loire et donc en Loire-Atlantique. La deuxième espèce que vous allez pouvoir trouver de temps en temps, c'est ce qu'on appelait avant la tortue de Floride. Hein, maintenant, le nom savant, c'est la trachémie décrite. Vous voyez, effectivement, là, c'est tiré de l'Atlas national qui commence à dater, mais enfin, vous voyez qu'il en a été trouvé partout en France. Celles-là, elles ont été photographiées au Jardin des Plantes à Nantes. Et il y en a un paquet un peu partout, quoi. Et c'est vrai qu'il y a pu y avoir des confusions entre cette espèce et une cistude. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu se tromper. Parce que selon l'éclairage, soit on arrive à voir cette tempe rouge caractéristique, soit on n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, bon, on voit une tortue. Si elle plonge et tout ça, c'est très difficile à... Là, on a fini le tour des espèces. Maintenant, j'allais dire quelques prédateurs des reptiles. Hein. Vous avez,
Bon, la coronelle, je me répète, donc qui mange pas mal de lézards, mais vous pouvez avoir le sanglier, le hérisson, le faisan, le blaireau. Là, vous avez, alors bon, il n'y en a pas beaucoup en Loire-Atlantique, enfin, je suppose, un rapace spécialisé dans la chasse aux serpents qui est le circaète Jean Leblanc. Et puis, comme là, ici, un petit faucon cresserelle. Et les grands échassiers qui peuvent effectivement, comme vous avez en Brière, qui peuvent effectivement finir par être des prédateurs de serpents assez importants. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est... Enfin, il se dit souvent que, je ne devrais pas le dire, mais que si on ne veut pas de serpents chez soi ou de vipères, il faut mettre des poules. Parce que les poules tuent systématiquement les serpents. Donc c'est pour ça, c'est le faisan qui me fait penser à ça. Mais enfin, c'est mieux que vous ayez des serpents que des poules. Hein. Alors, maintenant, les causes de raréfaction. Bon, vous avez bien sûr au milieu les problèmes routiers, notamment pour les grandes couleuvres. Si vous voulez, au printemps, les mâles partent à la recherche d'une femelle pour se reproduire. Et ils sont amenés à traverser des routes et ils se font écraser. Ouais, et puis, à l'inverse, au mois d'août, hein, les femelles vont partir à la recherche d'un site de ponte. Et donc là, c'est à nouveau la casse, quoi. Bon, bien sûr, vous avez l'arasement des haies à des mauvaises, des talus, pardon, à des mauvaises périodes, hein, où là, on peut déchiqueter facilement des reptiles en train de prendre le soleil. Vous avez les modifications agricoles et notamment le passage à des grandes cultures qui détruisent les biotopes bocagers que recherchent les reptiles. Là, j'ai mis, après, vous avez le dérangement, bon, les gens qui se baladent avec des chiens, et encore, ceux-là sont tenus en laisse. Donc, et puis aussi, pareil, quoi, les chercheurs de champignons qui vont j'ai rien contre les champignons, hein, ni les chercheurs de champignons, mais simplement qui vont aller dans des sites où ils vont être amenés à déranger des reptiles. Autre chose, hein, là, vous avez la disparition complète d'une haie. Là, c'est en Loire-Atlantique, dans le nord, c'est la transformation du paysage en open field, quoi, hein. Là, vous ne pouvez pas avoir un reptile dans ce coin-là, hein, c'est sûr. Là, c'était particulier, c'est un incendie qui a détruit, mais c'est pas en Loire-Atlantique, hein, je vous rassure. Mais c'était pour montrer les destructions que pouvaient subir les tortues en Provence. Et puis, il y a l'enrésinement aussi important des forêts, des bois, qui est beaucoup moins favorable que les zones de feuillus. Bon, là, pour le fun, vous savez que, oui, c'est ce que j'ai mis, jusqu'en 1979, dans les communes, on pouvait rémunérer les vipères tuées. Alors, il y avait deux choses. Il y avait les gens, pendant un moment, il y avait les gens qui cherchaient des serpents pour extraire le venin et l'envoyer à l'Institut Pasteur. Et les autres cas, c'était des gens, des destructeurs de serpents. Et quand on lit leurs exploits, il faut voir la quantité de serpents qu'ils ont tués, quoi, hein. Voilà. Ce qui est difficile à dire. Il y a le pire ennemi des reptiles et peut-être même des oiseaux, c'est le chat. Les chats domestiques font un ravage absolument incroyable autour d'eux. C'est mignon, mais c'est vraiment ils sont responsables de la disparition d'énormément d'animaux, et notamment de reptiles, de lézards et tout ça. Alors, on va parler un petit peu, comment dire, statut des espèces.
Vous savez qu'il y a un organisme qui s'appelle l'UICN, qui est mondial, hein. Donc en français, ça doit être l'Union internationale pour la conservation de la nature, hein, un truc dans ce genre-là. Et en fait, ils ont un système de classement des espèces, enfin, dans des catégories selon le danger que ces espèces subissent. Et donc, c'est fait au niveau mondial, c'est fait au niveau national et c'est fait au niveau régional. La dernière liste française date de 2015 et elle classe, j'ai mis les catégories les plus en danger, et ce sont 2 espèces de Loire-Atlantique et presque de chez vous, pour la vipérine. C'est la vipère péliade qui est classée en vulnérable et la couleuvre vipérine qui est classée en quasi menacée. Donc ce sont 2 espèces où, on va dire en Loire-Atlantique, il y a une responsabilité de conservation, de protection, de recherche, etc. Si on descend, alors la liste rouge du ICN des Pays de la Loire, donc c'est les mêmes catégories, la même méthodologie, et ça a été fait en 2021. Là, on voit encore une fois les classements qui ont été faits. La vipère péliade en danger critique, donc là, on atteint des stades de danger très importants, avec une responsabilité régionale très élevée. Ensuite, vous avez en dessous la vipère aspic en danger, avec une responsabilité régionale élevée. Vulnérable, la couleuvre vipérine, responsabilité régionale élevée. Et ensuite, un peu moins fort, la couleuvre helvétique quasi menacée, la coronelle lisse quasi menacée et le lézard vivipare quasi menacé. Autrement dit, parce que c'était fait au niveau régional, ça, ce sont que des espèces de Loire-Atlantique, et j'allais dire, oui, quasiment que des espèces de bruyères, en fait, par l'aspic. Alors, les actions qui sont menées, et notamment par le parc, hein, il faut beaucoup d'actions déjà d'inventaire, de repérage de ce qui existe. Donc là, je vous ai mis un patchwork de choses. Là, le système de plaques, c'est-à-dire on place des plaques noires qui prennent la chaleur, et puis tôt le matin, on les soulève pour voir les animaux qui se sont réfugiés dessous. C'est pratique pour l'animal parce qu'il trouve sa chaleur sans s'exposer aux prédateurs, hein. Donc, en général, ça permet bien de savoir ce qu'il y a dans un coin. Là, vous avez la prospection à vue en marchant lentement le long d'une haie. Là, c'était du radio-tracking sur une cistude, c'est pas ici, hein, c'est en Charente. Également, là, sur du radio-tracking sur du lézard osselet. Et puis, deux amis là, qui font un énorme travail donc, sur les serpents en Loire-Atlantique. Là, la personne fait du marquage c'est de la CMR, hein, capture, marquage, recapture. Il fait un marquage sur les écailles pour pouvoir retrouver la bête sur plusieurs années. Et puis enfin, ce qui est important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut des actions de sensibilisation, de connaissance. Là, vous avez une sortie où un ami à moi donc, montre une couleuvre. Ce sont des sorties qui plaisent beaucoup aux gens parce qu'en général, ça leur permet, par exemple, il y a des gens qui pensent que les reptiles, c'est gluant ou des choses comme ça, donc ça leur permet de toucher un reptile pour voir à quoi ça ressemble, de les voir de près, mais en se sentant en sécurité, quoi. Et puis là, j'ai mis deux petits enfants qui s'émerveillaient devant un petit orvet. Et enfin, alors là, c'est un scoop pour vous. Je vous annonce donc que depuis plusieurs années, au niveau régional, on travaillait sur un atlas sur les amphibiens et les reptiles. Et donc, il va sortir dans quelques mois. Ça sera le premier atlas des amphibiens et reptiles des Pays de la Loire.
très, très complet, enfin j'espère. Voilà, moi j'en ai fini pour laisser la parole s'il y a des questions. Et alors d'abord, merci Philippe pour ta présentation. Et puis je voulais aussi te remercier Didier, Frédéric et tous ceux qui suivent les reptiles pour beaucoup sur leur temps personnel. Et c'est vrai que sans ce réseau de naturalistes bénévoles qui fait tout ce travail de prospection, c'est sûr que tu parlais des actions du parc tout à l'heure, mais nous, on serait incapable de faire autant de choses sans avoir vraiment des connaissances solides de bénévoles qui font toutes ces actions aussi sur leur temps personnel, quoi. Merci. Donc, je vais prendre les questions maintenant suite à ta présentation. Donc, on a un peu de temps devant nous. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions? Oui. Je voulais juste savoir comment on fait pour faire la différence visuellement entre un mâle et une femelle chez les serpents. Pardon. Faire la différence visuellement entre un mâle et une femelle chez les serpents, comment on fait? Ah bah, visuellement, enfin ça dépend à quelle distance on est de la bête. Non, mais en général, enfin, le mâle peut avoir des couleurs différentes, hein. Par exemple, chez le lézard vert, la vipère péliade, etc. Sur d'autres espèces, sans l'avoir en main, enfin, moi, je ne sais pas trop, quoi, hein. Souvent, on voit quand même il y a souvent cette tête plus robuste, si vous voulez, qui est un signe. Moi, peut-être Didier, tu veux rajouter quelque chose, non? J'ai un ami qui est un grand ami briéron ici. Je remercie mon grand ami nantais. Oui, Philippe l'a précisé, mais il y a aussi le fait, on le voit bien sur la photo. Ah oui, d'accord. Il y a aussi le fait que sur pas mal d'espèces, et c'est le cas notamment des lézards à deux raies qu'on voit là, c'est souvent le mâle est plus trapu et l'insertion de la queue à l'abdomen est plus enflée. Ça, c'est un bon signe, simplement parce qu'il y a les hémipénis, les organes génitaux du mâle que Philippe a présenté tout à l'heure, qui font qu'il y a un renflement et une queue moins élégante. Et ça, pour les lézards des murailles, comme pour les lézards verts, et serpents aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent un petit... Ce qui fait qu'un coup d'œil, des fois, quand on a un doute, c'est cette corpulence et puis ce côté moins élégant, y compris d'une queue qui est moins fine et moins longue, plus courte. C'est un bon aussi. Puis après, il y a toutes sortes de critères, effectivement. Moi, je trouve que l'utilisation des jumelles, ou voire même carrément du télescope, ça peut paraître curieux. On pense toujours à la longue vue pour les oiseaux, mais souvent, on faisait un muret, une falaise, une broussaille, où on voit de loin un animal, avec un télescope que vous pouvez utiliser en ornithologie, mais que vous avez éventuellement sur l'épaule pour ça. Ça vous permet de faire une mise au point à distance, sur cette fois-ci des détails, sans du tout déranger l'animal, des détails, cette fois-ci des caillures. Et là, les écaillures, dans tous les guides que Philippe présentera peut-être tout à l'heure, il y a du coup des tas de détails, de préoculaires, de nasales, de labiales, etc., qui font aussi reconnaître une espèce. Voilà. Et là, c'était les sexes. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment on réagit devant un serpent? Comment on réagit? Comment on réagit s'il y a un serpent devant nous? De toute façon, il faut déjà te dire qu'un serpent, il a plus peur que toi, hein. Donc, en général, bon, ça dépend dans quelles circonstances tu trouves le serpent, mais si tu es à une certaine distance, tu peux, je ne sais pas quoi, taper du pied, le serpent va tout de suite se sauver. De toute façon, un serpent, les reptiles, hein, les lézards et tout, il n'y a aucun comportement agressif chez les espèces en France. C'est-à-dire que l'animal, il va fuir. Alors, ce sont des animaux qui n'entendent pas, qui n'ont pas d'ouïe, mais qui par contre sont très sensibles aux vibrations. Donc, par exemple, si vous vous baladez dans la nature, vous avez un petit peu, enfin, vous n'avez pas envie de tomber dessus, vous frappez du pied au sol, enfin, vous faites un peu de vibration et les animaux vont fuir. Il n'y a aucun... Bon, il y a vraiment, faudrait vraiment mettre un serpent en colère pour qu'il vous fonce dessus, quoi. Enfin, ça, en France, non.
Je dis pas avec des espèces. Pardon? Non, mais en colère, c'est le titiller, quoi. Si vous essayez de le capturer, vous lui donnez un coup de badine ou voilà, quoi. Et alors, pardon. Pour en revenir au chat, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Les clochettes, tout ça, ça sert à rien. De toute façon, ils n'ont pas d'ouïe, tu dis. Non, il y a rien à faire. C'est dans leur gène. Hein, c'est des chasseurs. Mais ce qui est, enfin, si vous voulez, enfin, évidemment qu'on est attaché à son chat et tout ça, mais c'est le nombre de chats qu'il y a, quoi. C'est une véritable catastrophe, quoi. Je sais que dans une ville, alors je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, ils ont dit bon, on laisse les chats qui existent, enfin, mourir de leur belle mort, mais aucun nouveau chat. Parce qu'ils voulaient protéger. C'était peut-être même un oiseau, je ne sais pas. Hein. Ils ont dit bon, on finit les chats qu'on a, mais on n'en prend pas de nouveaux. Interdiction d'avoir des petits chats. Mais bon, enfin, l'attache, bon, c'est un autre sujet, mais je crois qu'en France, puis peut-être dans d'autres pays d'Europe, il y a un tel attachement aux animaux domestiques comme les chiens et les chats que c'est difficile d'aller contre, quoi. En Loire-Atlantique, quand on voit un serpent traverser un étang, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Traverser un étang? Oui. En surface? Oui. Couleuvre à collier, enfin couleuvre helvétique. On m'a parlé c'est peut-être un autre nom, de couleuvre des marais. Non, c'est un nom commun, enfin un nom, je ne sais pas comment vous dire, ça n'existe pas, quoi, enfin en nom scientifique. Hein. Non, je pense que honnêtement, c'est une couleuvre helvétique, celle qui a le collier, parce qu'une couleuvre vipérine, elle a tendance à être sous l'eau, donc il n'y a que deux possibilités. Je pense que c'est une couleuvre helvétique. Oui, au niveau des vipères, ça n'existe pas. Non. En Loire-Atlantique. Non. Non. C'est une levée de doute. Hein, Pardon? C'était pour une levée de doute. Oui. Oui, non, c'est une couleuvre tout à fait inoffensive. Deux questions. En patois, on dit aspi pour la vipère de manière générique, en Loire-Atlantique en tout cas. Enfin, bon. Mais évidemment, ce ne sont pas des aspis dans la région. Donc, vous avez une explication linguistique à ça. Et puis, la deuxième question, les cartes là qu'on a vues sont des cartes déjà peut-être un peu anciennes. Donc, il y a une actualisation là dans l'Atlas. Par exemple, la verte et jaune, comment a-t-elle progressé? Alors, la verte et jaune, enfin, je réponds par ça déjà. Elle a dans l'Atlas. Alors là, c'est l'Atlas des Pays de la Loire. Hein, donc, je vous ai montré des cartes de l'Atlas de Bretagne. Donc, la Loire-Atlantique est concernée dans les deux. Mais les données pour la Loire-Atlantique seront beaucoup plus récentes là. La verte et jaune, en fait, apparemment, elle a passé la Loire. Et elle semble progresser par la ligne de voie ferrée pour arriver vers la vallée de l'Erdre. Grossièrement. Hein, c'est-à-dire qu'elle est passée au nord, sur la berge nord, donc la berge Loire-Atlantique, et elle est enfin, il y a plusieurs individus qui ont été trouvés le long, je sais pas, peut-être pas jusqu'à la vallée de l'Erdre, mais à Thoiré, je crois, ou je sais plus, oui, Mauves, jusqu'à Mauves-sur-Loire. Donc effectivement, la verte et jaune progresse. Mais comme la vipère aspic, sans doute, bon, on met le changement climatique à toutes les sauces, hein, mais sans doute que l'évolution du climat lui est favorable, quoi. Lui est favorable. Oui, et alors alors sur l'aspi, c'est ça, j'ai pas bien compris votre question. Oui. 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 Non,
là, je ne sais pas trop quoi vous dire, quoi. Cambrière qu'on entendait, mais ah oui, pas cambrière. Hein, l'aspido, c'est souvent le nom de la vipérine. Et puis autrement, l'aspi, pour moi, c'est la vipère aspic. Non, mais l'aspi en nom commun, quoi. Ouais, pour signaler la vipère aspic. Je comprends pas bien. C'est un nom générique, quoi. Oui, aspi pour tous les serpents? Non, pour toutes les vipères? Ah oui. Oui, c'est possible. Ah oui, oui. Ce qu'on entendait souvent ici en Brière, mais au-delà sans doute aussi, mais c'est vipère rouge et vipère noire. Deux espèces différentes. La vipère rouge étant bien plus méchante. Oui. Souvent j'ai entendu ça. Mais en fait, Philippe en a parlé, quoi. C'est mâle et femelle, quoi, de la Bérus, de la Péliade. J'ai l'impression que chez les couleuvres, il y a des femelles qui s'occupent de leurs petits. Sur une photo, j'ai vu ça. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, Enfin, pas dans nos espèces. Hein. Pas dans nos espèces. Non, 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 non. Au contraire, il y a. Enfin, au contraire, non, il y a indifférence totale. D'accord. Indifférence totale. Oui, non. Après, chacun fait sa vie. Ouais. Non, il y a enfin, chez les crocodiles, les mamans crocodiles peuvent même accueillir les petits dans leur gueule pour les protéger et tout ça. Mais non, les serpents en France, il n'y a pas de comportement maternel, pas du tout. Est-ce qu'il reste une dernière question? Oui. Ouais, c'est un peu marginal, mais vous avez parlé de vipères hybrides, là. Oui. Sait-on si elles se reproduisent? Ils étudient la chose. J'ai pas la réponse, mais oui, je pense que c'est en cours. Enfin, c'est en cours d'études. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils la retrouvent. Enfin, ils font du marquage. Je ne sais pas où ils en sont dans ce domaine-là. Mais c'est donc, on peut le citer. Hein, c'est un dénommé Gaëtan Guillet qui travaille depuis des années sur les vipères du côté de Blain. Et c'est là qu'il a trouvé cet hybride, quoi. Bien sûr. Tu as dit, Philippe, que c'était une première. Mais il y a un autre secteur où l'hybride est trouvé depuis longtemps, c'est le Massif central avec la vallée de Chaudefour, où l'hybride, non, où l'hybride existe et comment dirais-je, décrit depuis pas mal d'années. Hybride, Péliade. Moi, j'en ai parlé à Gaëtan, puisque je savais ça. Mais moi, il m'a dit que les cas du Massif central n'avaient pas été confirmés génétiquement. Oui. National. Il y a toute une série de panneaux scientifiques pour un monsieur. Mais d'accord, mais c'était juste. Oui, mais c'est ce que j'ai demandé à Gaëtan, c'était sa réponse. En fait, c'est aussi des zones de coexistence. Tout à fait. Des sont à terre, qui ont été décrites il y a longtemps, mais peut-être pas génétiquement, ils ne sont pas calés, mais en tout cas, c'est présenté comme ça. Ouais. C'est le petit remarque. Merci. Moi, c'est une confession plutôt. J'avoue que tout à l'heure, j'ai pas levé la main sur la question avez-vous peur des serpents, mais pour soutenir le monsieur qui était tout seul, je trouve ça étrange qu'on soit peut-être que deux finalement. Je voulais dire que souvent les animaux mal aimés, moi par exemple, ça a été souvent forgé par la culture populaire et les œuvres culturelles. Et une image des serpents qui m'a marqué étant enfant, c'est dans Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Je ne sais pas si vous voyez cette scène avec une opulence de serpents au sol. Voilà. Et je pense que souvent, les animaux mal aimés, les araignées y compris, c'est souvent les œuvres culturelles qui, chez les plus petits, forgent un peu cette image et la crainte qu'il peut y avoir. Voilà. On pourrait voir dernièrement avec Harry Potter aussi, où
Même chose, hein, les serpents sont pas très bien vus dans la saga. Ouais, alors il y a plein de théories au sujet de ça. Il y a effectivement, il y a des gens qui disent que la peur des serpents, c'est quelque chose qu'on acquiert petit parce que on a vu quelque chose de traumatisant ou les parents nous ont mis en garde, etc. Que c'est pas naturel, et c'est vrai que des fois on voit des petits gamins qui n'ont aucune peur particulière pour tripoter ces animaux-là. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'il y en a qui disent qu'on a une peur ancestrale ancrée dans notre génétique, comme quoi le serpent est dangereux, quoi. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de l'éthologie, mais voilà, c'est ce qui se dit, c'est qu'on aurait quelque chose... Pardon? Et puis oui, mais il y a quand même ça, que dans l'inconscient collectif lié à la religion partagée par le plus grand nombre dans nos régions, c'est que quand même le serpent, c'est le mal. C'est quand même inscrit quelque part. Ah, peut-être pour Oui, bah, c'est sûr qu'en apprenant. Mais je pense que vous avez dû parler de ça avec la phobie des araignées aussi, non? Alors, justement, je voulais faire le lien avec la dernière conférence, c'est-à-dire qu'à un moment dans sa présentation, Christine Rollard comparait, expliquait le nombre de morts qu'il y avait en lien avec les morsures d'araignées. Et elle a dit quelque chose qui était assez drôle. Elle a dit, par rapport au serpent, c'est rien du tout. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu as une idée du nombre de morsures mortelles qu'il pourrait y avoir du fait des serpents en France ou... Un mort tous les 10 ans au niveau national. Ouais, donc c'est... Donc les araignées, c'est vraiment pas grand-chose. Oui, voilà, c'est vrai que si on compare avec les véhicules ou d'autres... Je suis déçu qu'elle ait dit ça quand même. Oui, ça me fait de la peine. C'était... Ouais. Mais moi, je pense que le danger par rapport aux vipères, c'est déjà, enfin bon, c'est pas pour nous, mais c'est pour les chiens qui se baladent avec la truffe au sol et les cueilleurs de champignons. Il faut faire gaffe.